Véronique, avant le G8, il y a eu le G7 et au départ le G6. Ces sommets ont été lancés après la crise pétrolière de 1974 pour faire face aux défis économiques et politiques du monde. Je vous propose de revenir sur les temps forts de 28 années de sommets avec Christian Mallard. Novembre 75, le château de Rambouillet près de Paris. C'est quelques mois après la crise pétrolière de 74, la plus grave crise qui ait frappé l'économie d'après-guerre. Le président français en exercice, Valéry Giscard d'Estaing, y réunit autour d'une même table l'américain Ford, l'anglais Wilson, l'allemand Schmidt, l'italien Moro et le japonais Miki. But de la réunion, créer un directoire composé des 6 nations les plus riches et les plus industrialisées du monde, le G6 comme on l'appellera, qui dorénavant définira ses grandes orientations afin de faire face aux défis politico-économiques de la planète. Le G6 accueillera en 76 le Canada pour devenir le G7. 2 ans plus tard, en 78, au sommet de Bonn, en Allemagne, le G7 instaurera un système de concertation permanente entre les États-Unis, l'Europe et le Japon pour faire face aux crises. Autre date marquante, 84, où le sommet de Londres verra l'émergence d'un nouveau couple américano-britannique, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui tentent déjà d'imposer l'hégémonie libérale anglo-saxonne. En 86, Tokyo sera le premier G7 de la cohabitation entre François Mitterrand et son Premier ministre Jacques Chirac. Mais on y retiendra surtout la création pour la première fois d'un front uni contre le terrorisme au lendemain de l'opération militaire américaine contre le colonel libyen Kadhafi. En 88, le G7 commencera à s'intéresser aux problèmes du continent africain. Et pour François Mitterrand, le sommet de Toronto sera une victoire. Il obtiendra l'effacement partiel de la dette des pays en voie de développement. Le sommet de Paris en 89 à l'Arche de la Défense coïncidera avec les fêtes du bicentenaire de la Révolution française, mais ne prendra aucune décision révolutionnaire. Les sommets de Londres en 91 et de Munich en 92 scelleront sous Gorbatchev puis sous Yeltsin l'intégration progressive de l'Union soviétique dans l'économie mondiale. En 96, le terrorisme commence à menacer l'ordre mondial et le sommet de Lyon, au lendemain des attentats anti-américains de Dahan en Arabie Saoudite, consacrera l'essentiel de ses discussions à la coopération contre le terrorisme. Bill Clinton déclarera que dès lors, la lutte contre le terrorisme deviendra le préalable à la sécurité économique mondiale. Enfin, en 2001, le sommet de Gênes en Italie verra l'émergence d'une contestation organisée contre l'ordre libéral voulu par les grands de la planète. Gênes sera le théâtre d'émeutes contre la mondialisation qui causeront la mort d'un jeune manifestant. En 2002, après avoir tiré les leçons de Gênes, Jean Chrétien, le Premier ministre canadien, choisira pour cadre du sommet Kananaskis, un lieu retranché dans les Rocheuses canadiennes, rendant l'accès impossible aux manifestants. Kananaskis instaurera un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, dont on reparlera à Évian.